Début de la semaine, début de beaucoup d'enjeux pour cette semaine. Et voilà, nous aussi, nous nous engageons, nous exerçons de notre manière pour toujours apporter un petit plus pour la construction de ce pays, à travers nos points de vue, à travers vos points de vue également, à travers vos analyses. Et voilà, c'est ce qui est le plus important pour nous autres. On se retrouve encore et encore pour analyser les questions d'actualité. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci pour vos encouragements. Merci parce que ça nous incite à encore beaucoup réfléchir, de manière à chaque fois interagir comme il a été promis et comme nous sommes convenus. En tout cas, merci. L'Afrique du Sud nous a beaucoup appelé. Après la dernière émission enregistrée le samedi alors. Et voilà, après les Belges, finalement, c'est les Sud-Africains. En tout cas, merci beaucoup. On comprend le souci qui est le nôtre, et celui de voir notre pays, en tout cas, correctement être administré, en tout cas, résoudre les questions qui touchent à la vie de chaque Congolais. Et cela, je crois, l'engagement de chacun de nous. En tout cas, merci. Aujourd'hui, lundi, nous allons tourner autour d'une question qui, de mon point de vue aujourd'hui, nous imposerait avoir une journée de deuil national. Les massacres à Beni, les tueries à Beni, par les ADF contre nos frères et sœurs, plus de cinquantaine. Et ces ADF, en réalité, sont des Ougandais. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé nos quelques jeunes et voilà, ils commettent ces genres de cas. Nous devons alors bien réfléchir. C'est autour de cette question en tout cas. Mais bien avant, nous avons des informations. Vous savez, il y a un pasteur de l'église primitive qu'on avait arrêté ici, qu'on appelait communément Kaskasongo, pouvait avoir 1000 femmes. Il ne tenait pas compte de l'âge, qu'on soit plus jeune, qu'on soit mineur, qu'on soit vieille, qu'on soit comment, pourvu que il vous apprécie et que l'Église accepte comme tel, il prenait ses femmes en mariage. Mais le cas qui a énervé l'opinion, c'est la mineure qu'il a pu bénéficier lorsqu'il avait effectué un déplacement au Congo central. Et le papa de l'enfant. Et le pasteur en prison. Et en fin de compte, c'est la décision judiciaire qui est tombée, la condamnation au moins de 11 ans de prison ferme contre le pasteur pour, comme infraction, mariage forcé sur mineur. Et voilà, je crois que ça peut nous aider à tirer des leçons sur le comportement que nous devons afficher lorsque nous sommes dans une société. Les antivaleurs ne devrait pas être fabriqué ou transformé en valeur. Une société où le bien n'est pas différencié du mal, le vrai n'est pas différencié du faux. En tout cas, le nécessaire n'est pas différencié du moins nécessaire, l'important des moins importants, l'utile des moins utiles. Et à ce moment-là, c'est que nous aurons inversé les valeurs, on deviendrait maintenant une société des antivaleurs. Et lorsqu'on réfléchit et qu'on condamne des gens qui font la promotion des antivaleurs, nous autres, nous ne pouvons que dire merci à la justice, mais que cela ne se limite pas simplement pour le cas Pasteur Casse, mais que cela concerne le pays entier. Pourquoi pas jeter également le regard sur le comportement de certains jeunes qui, vous voyez, visiblement détruisent la société. Je le dis toujours, quand vous habitez Barumbu, quand vous habitez Kinshasa, il y a un jeune, souvent sur la moto qu'on l'appelle pasteur, mais il prêche des insanités, dépravation des mœurs à l'égard de tout le monde. Les bourgmestres sont là, ne font rien. Les policiers sont là, ne font rien. Il n'est jamais inquiété. Autant qu'on parle du pasteur Kassongo, mais autant qu'on doit, en tout cas, interpeller ce jeune-là, le motard. Et autant qu'il faut également regarder le comportement de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons,
dans les lieux publics et comment les gens se comportent. Et voilà pourquoi ça nécessite une politique de lutte contre les antivaleurs. J'ai suivi l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, essayer de taper sur la table cette question. Et je dis oui, mais je crois qu'il va bénéficier de nos appuis. Parce que nous sommes en train de systématiser ce qui est anti-valeur. Et nous devons dire non, ce n'est pas bon. Et donc, voilà, le pasteur Casse est condamné à 11 ans de prison. Nous irons au Parlement. Nous allons commencer d'abord par la Chambre haute, le Sénat. L'émission passée, nous vous avons dit qu'il y avait Jonas Mukamba, le plus âgé élu de Mbandaka, parce que l'élection était organisée après, qui devrait maintenant récupérer son fauteuil comme plus élu, plus âgé plutôt, du bureau d'âge au Sénat. Et voilà, après échange, parce que les avocats de l'autre sont montés au créneau comme pour dénoncer. Non, vous n'avez pas raison, la loi est dure, mais c'est la loi. Et heureusement, au regard du temps, le secrétaire général de l'UDPS, le député national, en même temps sénateur, Augustin Kabouya, est intervenu pour qu'on laisse, en tout cas Pascal Kindelo, continuer. Il est parvenu à convaincre Jonas Mukamba, qui, lui, s'est incliné comme tout sage, comme tout vieux. Bon, merci. Je crois que tout ce que nous recherchons, c'est la gestion de l'État, que les choses marchent au pays. Il a accepté céder alors son fauteuil à Pascal Kindelo, qui doit continuer, en tout cas, à présider ce bureau d'âge du Sénat jusqu'à l'organisation de l'élection définitive. À l'Assemblée nationale, déjà le samedi, la première ministre était partie déposer le programme du gouvernement. Et ce programme a été partagé auprès des députés nationaux avec objectif de s'imprégner du contenu lorsque la première ministre va passer pour le présenter devant la plénière, que chaque député soit en mesure de poser ses questions préalablement. Il aura déjà compris et pour que finalement on voit comment on peut améliorer ce programme. Il a été déposé au bureau le samedi, j'imagine au regard du temps, on a distribué ce programme aux députés nationaux. Ils auront alors le dimanche et aujourd'hui lundi pour lire ce programme. Probablement demain, il y aura alors la plénière d'investiture du gouvernement. Mais je suis en train de voir les choses qu'on ne va pas engager le débat au regard du temps. On va passer vite et comme on avait fait, je crois, c'était avec Samuel Okonde. Ça n'a pas engagé des grands débats parce que ça allait de soi. Et j'imagine que cette fois-ci, probablement, c'est de la même manière qu'on pourra faire pour faciliter les choses et voir ce gouvernement être investi. Probablement le mercredi et jeudi, on peut envisager des remises et reprises vers la fin de la semaine quand le travail commence. Début semaine prochaine, l'effectivité du travail. Mais simplement parce qu'elle continue à insister. J'insisterai toujours sur mes secteurs, les secteurs prioritaires, parce que je suis mais la première ministre dire que la priorité cette fois-ci, c'est la production interne. Nous serons à mesure nous-mêmes de produire, de mobiliser les recettes. Nous n'allons pas continuer à tendre la main à l'extérieur. Bravo, j'ai estimé que là, elle m'a suivi. Comme elle m'a suivi, je veux aussi la suivre de près dans l'évolution. Ce serait une très bonne chose. Mais je dis à la première ministre, pour parvenir à ça, je vous ajoute encore autre idée, autre réflexion. Deux possibilités, deux conditions, deux voies. Un, le travail. Par le travail, Pascal voit le ministère de l'Agriculture, renforcer maintenant le ministère de petites et moyennes entreprises, de là que nous aurons des millionnaires. Et deux, combattre justement la corruption. Très sérieusement la corruption. Pourquoi je le dis? Parce que l'argent que nous allons demander aux institutions de Bretton Woods, parfois c'est 100 millions, parfois c'est 200 millions. C'est le double que nous détournons ici. Nous détournons parfois les 200 millions en question, les 400 millions,
Nous les détournons ici. Mais c'est incompatible, c'est contradictoire. Vous avez l'argent, vous détournez, mais vous allez commander ailleurs un montant qui n'atteint pas l'argent que vous aviez détourné. Et donc, veillez sur la production, le travail alors. Si on travaille, on aura des recettes, on aura à manger, suffisance alimentaire, ainsi de suite. Et si on encadre le détournement, on évite cela, vous verrez que l'argent sera utilisé à bon escient pour l'intérêt de la communauté. Et donc, les deux voies vous aideraient, sinon pourront vous aider à pouvoir atteindre votre intention, celle de canaliser tout afin de permettre que la production interne nous suffise, qu'on ne tende plus la main aux institutions de Bretton Woods. Merci beaucoup pour cette idée, merci beaucoup pour cette prise de conscience, merci beaucoup pour cette lecture. En tout cas, merci. Alors maintenant, la question de la vie des Congolais qui subissent ces affres depuis très longtemps à l'Est. Du côté Béni, du côté Nord Kivu. Je vous disais la fois passée ici que maintenant que les Congolais eux-mêmes ont tenu le gouvernail, beaucoup de choses changent. Là, je suis du côté Nord Kivu. Plusieurs villages hier occupés très facilement par le M23, aujourd'hui, là où ils sont, ils dorment avec incertitude parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver, simplement parce que nos militaires sont dans une position d'attaque. Ces attaques sont également encadrées par, en tout cas, et les prières, et les motivations, et l'amour des Congolais. Également, une détermination de vouloir à tout prix récupérer nos espaces. Ça, c'est du côté Nord Kivu. Je vous avais dit, parce que c'est de ce côté que le M23, avec cet aventurier barbu ici, Corneille Nangaa, ce qu'ils font, et nous sommes en train de les contenir avec une certaine détermination, une forte probabilité qu'avec les temps qui vont venir, nous pourrons maintenant récupérer tout notre espace. Mais du côté Béni, il y a ce qu'on appelle ADEF. Les ADEF sont des forces démocratiques. Ils se nomment même démocratiques. Voilà, le concept de démocratie, là, je ne comprends pas. La République démocratique du Congo. Même la France, qui est un pays démocratique depuis longtemps, ne se nomme pas démocratique. Les États-Unis, où la démocratie est née, ne se nomment pas démocratique. Grande-Bretagne ne se nomme pas démocratique. Des pays qui pratiquent la démocratie ne se nomment pas démocratiques. Mais nous autres, qui devrions en principe apprendre la démocratie, nous disons nous sommes démocratiques. Voilà les aventures même ici. ADEF signifie Force démocratique alliée. Mais en quoi vous êtes démocratique? En vertu de quoi on peut vous nommer la démocratie, c'est à quel niveau? Donc la démocratie, c'est tuer les gens. La démocratie, c'est prendre les armes. Non, les Congolais sont sérieux. Et heureusement qu'ils ne sont pas Congolais, ils sont Ougandais. Donc vous comprenez qu'on n'est jamais sérieux, nous. Nous devons être sérieux. Les ADEF ne devraient pas se nommer démocratiques. Non. Force des tueurs alliés. Ça passe. Parce que vous ne savez que tuer. L'objectif, c'est quoi? Organiser des élections là-bas, vous allez organiser des élections comment? La démocratie s'exprime aussi par la voie démocratique, enfin, la voie électorale. Voilà ces aventuriers dans l'espace d'une semaine, s'il vous plaît. Ils viennent de tuer au moins plus de 50 personnes. Je dis bien plus de 50 personnes dans l'espace d'une semaine à Béni. Le mardi passé, ah non, ça fait mal franchement, hein. Nous le disons, mais ça me fait mal. Le mardi passé, ils ont tué au moins 39 personnes. Et plusieurs disparus. Le mercredi, ils ont tué 15 personnes. Et plusieurs disparus. Quand vous faites la sommation, le total fait au moins plus de 50 personnes tuées. Femmes et hommes.
enfants et vieux. Des maisons incendiées. Les dégâts, n'en parlons pas, parce que nous ne pouvons même pas comparer les dégâts par rapport aux vies humaines. Les gens ont fui maintenant leurs entités. 3 villages ont été ciblés où on a éliminé gratuitement les gens comme ça. Et les gens ont fui leurs entités. Ils sont allés chercher la sécurité ailleurs. Mais quelle sécurité? Imaginez dans ces conditions, s'il vous plaît. C'est dans ces conditions qu'on met les Congolais dans leur propre pays, dans leur propre territoire, dans leur propre province. Non, c'est insupportable, je pense, de mon point de vue. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est les Ougandais, ces ADF que vous entendez ici. Pascal, à son temps, lorsqu'il commençait à s'exercer au début, j'ai monté au créneau pratiquement chaque jour pour dénoncer cela. Mais on va mutualiser les efforts. On dit, nous mutualisons les efforts, nous, République démocratique du Congo et l'Ouganda, pour traquer ces ADF. Les ADF qui ne vont pas tuer au Rwanda, en Ouganda, je vais vous dire, qui ne vont pas tuer en Ouganda, qui ne tuent qu'en République démocratique du Congo. Et nous, avec notre naïveté, nous mutualisons les efforts pour les traquer. Ils sont chez nous. Et nous ne comprenons pas que c'est notre plan de déstabilisation. Pascal vous confirme qu'il s'agit d'un autre plan de déstabilisation. De la même manière que le Rwanda l'a fait intelligemment avec le M23. D'abord, il a commencé avec le CNDP, CNDP M23 aujourd'hui, pour toujours déstabiliser cette partie de l'Est de notre pays, précisément à Goma. De la même manière que l'Ouganda aussi l'a fait avec les ADF pour déstabiliser cette partie de l'Est de notre pays, ici de côté Béni. Mais quel est le regard que nous pouvons avoir finalement? On ne peut pas avoir comme ennemi le Rwanda et avoir pour ami l'Ouganda. Je ne crois pas. Nous devons avoir comme ennemi le Rwanda et comme ennemi aussi l'Ouganda. Parce que même le Bunagana en question, Bunagana n'est pas à la frontière du Rwanda. Bunagana, c'est à la frontière de l'Ouganda. Mais comment on a permis, l'Ouganda a permis que le Rwandais vienne entrer par ses frontières sur la République démocratique du Congo? Donc, il y a une certaine complicité. Qui n'a pas compris, quelque temps passé, le point de vue de l'enfant de Yoweri Museveni, le général, j'oublie encore son nom, qui visiblement, c'est un cousin de Paul Kagame. Il nous menaçait. Le fait simplement que nous aussi, on menaçait le Rwanda sur ses incursions en République démocratique du Congo sur nos sols. Mais nous ne pouvons pas cette fois-là être naïfs. J'avais compris même comment les Congolais ont réagi la fois dernière lorsqu'il est venu dans le cadre de l'inspection militaire sur le sol congolais. Les gens n'ont pas été contents et après il est allé au Rwanda. Sûrement qu'il est allé donner des comptes sur ce qu'il avait vu. Est-ce que ce n'était pas de l'espionnage en fait? On ne sait pas conclure. Mais voilà, ces ADF tuent à Béni. Le village, je crois, sur les 3 villages, je retiens un village, c'est Moussao. Au moins que je... Non, c'est Massao. Et c'est là qu'on a massacré les 15, dernièrement ici. Le nombre qui a complété les plus de 50 personnes tuées. Ils recherchent quoi? Le mobile, c'est lequel? Ils ont quelle revendication sincère? Si de l'autre côté, et c'est là que vous allez comprendre que tout ce qu'ils font, ils sont simplement malins. Si le CNDP qui se transforme au M23 réclame ces intégrations politiques, la considération de tout qu'ils disent, tout congolais, admettons, l'intégration politique des acteurs politiques de M23, le retour de réfugiés congolais qui seraient au Rwanda, la création d'une zone tampon à l'est pour faciliter le développement. Si eux réclament ça, mais du côté Béni, ils réclament quoi?
Les ADF réclament quoi? Encore que nous savons bien que ce sont des forces islamiques. En toute réalité, chers frères, il s'agit simplement d'un plan de déstabilisation. Nous mettre dans cet état de déstabilisation pendant longtemps et en fin de compte, pousser le monde à constater que nous ne sommes pas en mesure de rétablir la paix et on ne peut pas continuer à laisser cet espace dans ces conditions. Par conséquent, créons une zone indépendante. Et pour arriver à cela, ils vont pousser maintenant les autochtones de fuir leurs maisons. Et c'est ça ce qu'on appelle la politique de déportation. Et on vous pousse à fuir. Quand vous fuyez, on cherche les autres à venir maintenant occuper vos espaces. C'est une politique conçue. Est-ce qu'on comprend? Et c'est comme ça que Pascal dit ceci. Là, je m'adresse au président de la République. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, trop aimé par les Congolais. Lui-même est très engagé, déterminé pour cette cause. Il a mis nos militaires dans un état où ils n'étaient pas hier. Aujourd'hui, ils sont plus que déterminés. Ils bénéficient de la confiance du chef et de l'État. Ils sont au front plus que déterminés. Ça, c'est une très bonne chose. Il a fait voter même une loi ici de programmation militaire, ce que le pays ne connaissait pas. L'engagement, il n'y a pas de débat là-dedans. Très visible qu'il est plus que déterminé, c'est certain. Mais, Monsieur le Président de la République, Pascal vous propose une chose. Ce n'est qu'une proposition. Je ne voudrais pas que vous soyez comme moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai mal fait, il ne fallait pas. J'aborde une telle question et puis je suis en cravate. Il n'aurait pas fallu. Toutes mes excuses, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, parce que lorsque nous parlons des morts des Congolais, il ne faudrait pas que je me présente en cravate. Toutes mes excuses. Et c'est comme ça que je propose même au chef de l'État d'avoir une tenue guerrière. Parce que c'est aussi une forme de communication. Vous dites tout avec beaucoup de risques. Vous faites tout pour établir la paix et la sécurité dans votre pays. Ça, c'est extraordinaire. Mais j'aimerais que, à travers votre tenue, que le message soit également transmis. Quittez un peu la cravate. Laissez la chemise blanche. Ayez une tenue qui, visiblement, quand quelqu'un vous voit, comprend que il est en intelligence avec ses frères et sœurs qui meurent. Il est plus que déterminé pour rétablir la paix. Comme je vois le président ukrainien, il est en bout, en tricot militaire, il est partout, il se promène. Dans cet état-là, il n'est jamais en cravate. Je souhaite que mon président soit aussi comme ça. Parce que lorsqu'il faut, en tout cas, à chaque fois, comme nous avons dit ici, dans l'espace d'une semaine, on tue plus de 50 personnes. Par jour, trentaine. Par jour, des quinzaines. Mais c'est énorme. À ce moment-là, nous, on ne peut pas avoir de loisirs. Je souhaite que, même à travers ce gouvernement, je ne sais pas quel ministère, alors je ne sais pas l'intérieur ou quoi, qu'on ait un plan de conscientisation nationale. Que chacun de nous puisse comprendre que nous sommes dans une position telle que, d'un côté maintenant, visiblement, les militaires sont plus que déterminés à travers les attaques qu'ils mènent. Hier, ils n'attaquaient pas, ils reculaient. Aujourd'hui, ils attaquent et puis nous avançons. Bravo, encourageons. Mais en même temps, il faudrait mettre maintenant tout le pays dans une position d'encouragement telle que maintenant, même à travers nos actes, ceux qui sont au front se sentent sécurisés, fidélisés, appuyés, encouragés par la population. Et ça donnera également le message à travers le monde qu'aujourd'hui les Congolais sont plus qu'unis, déterminés pour la cause de leur pays. Je pense, c'est de cette façon que nous pouvons contribuer à la résolution de cette question qui naissait depuis longtemps, qui énervait les Congolais du fait que nous ne sommes pas jusqu'ici
parvenu à rétablir absolument la paix dans cette partie du pays, l'Est alors. Et donc, nos bénis, nous sommes des cœurs. On est ensemble avec vous. À travers cette émission, j'ai dédié nos frères et sœurs qui sont dans des conditions difficiles à ce jour. J'ai toujours dit, si nos frères de l'Est n'étaient pas braves, à ce jour, ces gens allaient déjà pris cette partie du pays. Si on pouvait déporter ce conflit vers d'autres provinces, non, ils n'allaient pas résister comme ceux de l'Est résistent. Ce sont des héros qui méritent notre respect. Même si, entre eux, il y a trop de complices qui travaillent en intelligence avec l'ennemi. Ça, c'est connu. Mais le Rwanda a conçu un plan la fois passée. Ah, n'est-ce pas possible? On m'apprend que l'ancien âgé de la mère, sa femme serait de l'autre camp aussi. Ce sont des plans qu'ils ont conçus à leur niveau. Combien d'hommes politiques ont des femmes rwandaises? Ils ont travaillé sur ça. Ils ont eu un plan pour vous avoir parce qu'on sait que vous aimez ça. Je salue mon grand frère Lambert Mende. Bonjour, grand frère. Je vous salue. Je vous salue. Beaucoup d'hommes politiques ont des femmes rwandaises. Ah, Pascal. Et vous savez pourquoi ce que vous faites. En tout cas, ça nous fait mal. C'est comme ça que vous voyez, nous sommes montés un peu. Nous devons descendre finalement. Comme pour dire que nous avons des défis. Je tourne souvent autour de ce défi. Le défi des défis, c'est le défi sécuritaire. Ne soyons pas à l'intelligence avec l'ennemi. C'est pas sérieux. Je vous parlais la fois passée ici de Jean-Jacques Mondo qui cède son véhicule aux assaillants. Comment ça pouvait se passer? Non, ne servons pas l'ennemi sur un plateau d'or. Ce n'est pas intéressant. Vous aurez perdu votre pays et vous serez esclave de mais si c'est l'autre camp qui ils ne viendront pas vous dire bon voilà vous nous aviez facilité. Je ne crois pas du tout. C'est l'erreur que commet aujourd'hui le barbu Corneille Nangaa. Attention, il y a un temps pour et un temps pour. Ainsi dit la Bible. Moi aujourd'hui je vous dis simplement merci, mais c'était avec un choc interne que je suis intervenu pour cette émission. Le cas B nous dérange très sérieusement du fait que c'est impensable. Dans l'espace d'une semaine, qu'on tue plus de 50 personnes. Et nous sommes là. Je sors d'ici, un quartier proche ici de Beaumarchais, si j'arrive là, les gens sont insouciants. Mais il faut inventer une politique qui mettrait les gens obligatoirement à penser de leur pays. Mais on peut se priver de beaucoup de choses. Et l'État a tous les moyens de le faire. Et il peut le faire. Et moi, je veux que cela se fasse. Toujours en intelligence. Mais ceux qui nous ont plus abrutis, c'est les églises. Prochainement, nous allons aborder aussi cette question parce que, Pascal, je vous ai toujours parlé des 5 milieux éducatifs. La science, la psychologie, ainsi de suite, la pédagogie apprend 4 milieux éducatifs. Mais moi, je vous dis 6 milieux éducatifs parce que les réseaux sociaux se sont ajoutés. C'est notre cadre social qui éduque, qui déforme, ainsi de suite. Les réseaux sociaux. Donc 5. Sur les 5, vous avez l'Église. Mais en République démocratique du Congo, l'Église semble être plus influente. Avec conséquence, le comportement. La femme qui prie dans une église est prête de désobéir à son mari et écouter ce que le pasteur lui dit, même si c'est de fausseté. Vous êtes dans cet état d'appauvrissement, incapable de comprendre les choses, incapable de naviguer dans les temps, incapable de bien discerner, incapable de critiquer. On croit que tout est salut. Non. L'effort de l'homme. Vous êtes des petits dieux. Si vous n'êtes pas en mesure de créer, il vous a créé à son image, nous devons nous distinguer et nous devons... Je vais vous donner l'exemple la fois passée, j'ai terminé mon émission, des Corées du Nord. Là, vous n'entrez pas chez eux avec votre Bible, ça ne passe pas. Vous n'allez pas en Corée du Nord avec le Coran, ça ne passe pas.
Mais ils sont toujours bénis. Ils n'ont pas Dieu. Ils ont compris le fonctionnement du monde. Il faut fabriquer des armes. Quand vous avez des armes, le reste voit que vous avez des armes. On vous respecte. Quand vous n'avez pas des armes, on ne sait pas vous respecter. Le petit Corée, il est là. Personne ne peut oser aujourd'hui, même pas les États-Unis. Continuez à prier. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Nous devons prier, nous devons savoir faire la part des choses en même temps. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. En tout cas, ici, n'allez pas ailleurs. Ici, partageons le lien, commentons, aimons l'émission, soyons plus nombreux, échangeons, interagissons, écrivons. Et c'est ce qui fera la force, ce qui fera que le peu que nous disons puisse servir la communauté. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.